Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Un être humain est-il capable de faire déplacer un objet ou de le faire se léviter uniquement par la force de sa pensée? Est-il capable de tordre une barre de métal ou de changer sa structure moléculaire? Ce phénomène, déjà observé, s'appelle la psychocinèse et ce sera notre dossier de ce soir. Avec moi pour en parler, Jean-Pierre Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez produit ce type de phénomène et à ce titre, vous serez donc notre grand témoin de ce soir. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et durant ces 2 heures, vous nous accompagnerez pour nous éclairer sur ce dossier tout à fait étonnant. Vous discuterez également avec les auditeurs ou répondrez aux SMS que les auditeurs nous enverront. Je vous rappelle le mot de passe, c'est Sud sur votre téléphone portable, suivi d'un espace, puis votre message, votre question. Vous envoyez le tout au 71 200 et je me ferai le porte-parole de votre message. Vos questions également au 0826 300 300. Cyril est fidèle au poste au standard pour récupérer vos questions ou vos témoignages. Nous aurons également un deuxième invité, il y en aura 3 en tout ce soir. Notre deuxième invité s'appelle Ranky. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prestidigitateur, voilà. C'est votre métier, vous êtes magicien, illusionniste de music hall, et vous avez vécu quand même des phénomènes paranormaux tout à fait étonnants, et vous êtes l'auteur d'un livre passionnant que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent, un livre qui vient de paraître aux éditions Trajectoire, qui s'intitule De mes yeux vus, et vous avez participé à de nombreuses expériences sur les phénomènes paranormaux en tant que prestidigitateur professionnel cette fois-ci, hein? Professionnel, oui. Voilà, c'est-à-dire on a fait appel à vous pour que vous puissiez être le garant du fait qu'il n'y ait pas de tricherie, évidemment, lors de l'expérience. Professionnel et spécialisé, dirons-nous. Oui, tout à fait. Nous écouterons aussi une interview du docteur René Péoc qui a réalisé une très belle expérience avec des poussins à qui il avait enlevé leur mère poule pour la substituer par un robot. Et les poussins, croyant qu'il s'agissait de leur mère, évidemment, attiraient ce robot vers eux. Et vous allez voir que quand on l'écoutera tout à l'heure, les résultats de cette expérience réalisée en 85-86 sont tout à fait étonnants. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous qui nous écoutez, vous êtes les bienvenus dans cette émission qui est la vôtre. Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions ou nous faire part de vos réflexions. Cyril est là au 0826 300 300. Et puis, par l'intermédiaire des SMS, le mot Sud suivi d'un espace, puis votre message ou votre question. Et vous envoyez le tout au 71 200. Ranky, je vais commencer avec vous avant de passer la parole à Jean-Pierre Girard. Vous vous êtes intéressé de très près aux problèmes que soulève Jean-Pierre Girard et vous avez participé également à des expériences. Racontez-nous-en une en compagnie de Jean-Pierre Girard concernant la psychokinèse, une expérience à laquelle vous avez participé et qui vous a troublé, vraiment troublé. Oui, j'ai participé à différentes expériences qui m'ont troublé. Il n'y en a pas qu'une seule. Oui. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a des expériences que l'on peut appeler qualifiées de visuelles, c'est-à-dire que on voit l'effet se produire. Mm-hmm. Et évidemment, à l'époque, en tant qu'illusionniste, je me disais, ça me semble un petit peu bizarre. Ça semblait d'ailleurs bizarre à l'époque à 90% des illusionnistes. On ne pouvait pas admettre cette puissance éventuelle du cerveau. D'un esprit sur la matière. D'un esprit sur la matière. Ouais. Mais lorsque je me suis rendu dans des laboratoires scientifiques et où on avait mis, pas seulement d'ailleurs Jean-Pierre Girard, d'autres sujets branchés à des machines, des électroencéphalogrammes, etc., et que les barreaux métalliques étaient scellés, et que ce sont les scientifiques qui ont annoncé que la structure du métal avait bougé, avait changé, avait été modifiée. À ce moment-là, j'ai pris moi-même les choses beaucoup plus au sérieux. Ouais. Je pouvais être à l'origine un petit peu sceptique, arnaqué, sceptique, sceptique et arnaqué. J'aurais pu très bien être arnaqué, c'est sûr. Ouais. Mais quand un scientifique annonce
un résultat probant, il est évident que là, mon état d'esprit a changé. Et à plusieurs reprises, ensuite, je me suis rendu dans différents laboratoires. Et là, évidemment, j'ai vu des choses absolument extraordinaires, irréfutables. Oui, parce que vous, en tant qu'illusionniste professionnel, vous êtes évidemment bien placé pour détecter une éventuelle supercherie. Par exemple, tordre une barre de métal de 2 cm de diamètre, qui nécessiterait une force hydraulique absolument incroyable, une presse. Enfin bon, oui, truc, environ 45 newton-mètres. Ouais, ce qui est pas mal quand même. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Vous connaissez ce genre de tour, évidemment. Oui, bien sûr. Je les ai même produits à différentes reprises, même à la télévision. J'ai fait une émission avec Jacques Pradel, un sujet où j'ai tordu une barre de fer qui était beaucoup plus importante que celle que Girard avait tordue. Oui. Bon, qui était intordable manuellement, mais enfin j'ai quand même donné l'illusion que je tordais cette barre. Oui, parce que c'est par un votre effet métier. d'optique. Oui, tout à fait. Et vous êtes donc là pour nous dire, ce soir, j'ai assisté à des expériences avec des scientifiques et en compagnie de Jean-Pierre Girard, qui était l'objet de cette expérience, où là, franchement, il n'y a pas 12 000 hypothèses pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Bah non, je ne pouvais pas discuter. Oui. Au début, moi j'étais moi-même... J'étais effrayé, mais je me disais, mais ça ne peut pas exister, ça ne peut pas. Mais j'ai fini par le voir, de mes yeux vus. Oui. D'où le titre de mon bouquin. Voilà. Oui. Jean-Pierre Girard, racontez-nous, après cette petite introduction, racontez-nous une des expériences que vous avez vécues dans un laboratoire, dans des conditions tout à fait expérimentales, requises et précises. Et dites-nous ce qu'il en a résulté. Après, on parlera un petit peu de votre vie avec cette capacité à produire des phénomènes de psychokinèse. Racontez-nous d'abord une expérience, vous, qui vous a vraiment marqué. Beaucoup vous ont marqué, j'imagine. Oui, alors beaucoup d'expériences, effectivement, m'ont marqué. Et j'en profite là pour saluer vraiment de façon amicale, ce que je ne pouvais pas faire il y a quelques années, notre ami l'expert magicien Ranky, qui au départ était plus considéré par moi sérieusement comme un ennemi, entre guillemets, je dis un ennemi, qui était là un peu pour me disséquer en quelque sorte et essayer de me piéger, ce qui est tout à fait dans son rôle. Et je le salue parce qu'il est l'un des seuls illusionnistes, il y en a eu d'autres bien sûr, de par le monde, mais l'un des seuls illusionnistes en France qui a eu l'objectivité, mais je dirais même au-delà, la sérénité de venir au laboratoire et de calmement conseiller les scientifiques. Alors, ne croyez pas que je fais de la flagornerie à son endroit. Au départ, j'étais tout à fait inquiété parce que les fouilles sont toujours un petit peu pénibles, disons. Ah oui, parce que il vous en a pas parlé, mais bien sûr, il y a des contrôles du sujet qui sont faits et qui sont un petit peu avilissantes. Mais c'est normal, c'est la règle du jeu dès l'instant où nous nous mettons en devant de la science, si vous voulez, orthodoxe, celle qui n'est pas préparée au paranormal, et où ces personnes qui ont le courage extraordinaire, au fond, de remettre leur réputation de scientifiques de haut niveau en jeu, en testant des sujets comme nous, qui sont, on le souffre pour la science, là aussi la communauté scientifique. Alors, pour répondre à votre question, il y a beaucoup, évidemment, vous l'imaginez, d'expériences qui m'ont complètement fasciné. Alors on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon qui est fasciné par ses propres expériences? Mais oui, bien sûr, on peut être fasciné par les expériences que l'on produit dans la mesure où on ne sait pas qu'on peut aller jusqu'à un certain niveau d'expérimental, parce que tout simplement, les scientifiques, progressivement, vous proposent des expériences qui sont de plus en plus sophistiquées. Et pour parler clair, les barres qui se tordent ou qui se plient, pour un scientifique, c'est intéressant, mais sans plus. Pourquoi? Parce que ce sont des phénomènes pourtant macroscopiques, extrêmement spectaculaires même. Et j'ai un document que je présente dans les conférences que je donne, des documents de laboratoire, où l'on voit effectivement des barreaux impressionnants qui se tordent avec la main qui est placée à plusieurs centimètres au-dessus du barreau. Qui sont des barreaux intordables, il faut plusieurs tonnes d'applications pour pouvoir les modifier. Mais ce qui m'a vraiment fasciné comme expérience,
ces expériences sur des barreaux également, et des expériences, on parlera peut-être tout à l'heure, de biopsychokinésie, c'est-à-dire sur des organismes vivants. Ouais. Mais Oui, ça on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ouais. Les expériences qui m'ont fasciné, c'est un jour, je suis au laboratoire de Pechiney-Hunkulman, le laboratoire de recherche, l'un des plus sophistiqués sur la planète, sur les alliages d'astronautiques, à Voreppe, près de Grenoble. Et puis un jour, l'expérimentateur me dit, écoutez Jean-Pierre, aujourd'hui on vous proposerait quelque chose d'assez original. Ouais. C'est de durcir du métal. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Oui, ça signifie de durcir un métal qui est déjà un alliage astronautique. En l'occurrence, c'était de l'alliage d'astronautique de Concorde, pour les avions de chasse, les avions de transport, etc. Et alors évidemment, j'étais très surpris. Et l'expérimentateur me dit, mais Jean-Pierre, comment vous feriez pour durcir ce métal dans votre tête, dans votre imaginaire? Moi, vous savez, c'est simple. J'essaierai de compacter, de rassembler les molécules, les particules, de les tasser en quelque sorte pour les durcir. Alors, évidemment, un sourire amusé de nos expérimentateurs. Parce que vous travaillez avec votre imaginaire pour essayer, parce que vous n'êtes pas scientifique, évidemment. Alors, écoutez, je crois qu'il faut mettre un bémol et être objectif sur cette notion de scientifique. Non, à l'origine, je n'ai qu'un certificat d'études primaires obtenu péniblement à 13 ans et demi, et ensuite j'étais travaillé en usine. Mais j'ai eu à 17 ans un phénomène assez peu courant qui s'appelle une mémoire déitique, enfin une mémoire photographique. Et je raconte ça dans une autobiographie que j'ai publiée en même temps que l'encyclopédie du paranormal, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et effectivement, ce qui m'a permis en un an d'acquérir des connaissances extraordinaires, et je n'ai pas d'autre à le dire, je n'ai aucune, puisque quelques années ensuite, j'ai quand même été directeur d'un laboratoire pharmaceutique, et j'ai créé des produits nouveaux dans les médicaments, et ensuite une société de recherche où j'ai déposé 17 brevets. Donc, cette faculté extraordinaire m'a permis, si vous voulez, d'avoir une connaissance. Et quand on m'a proposé cette expérience de durcissement de matériaux, j'ai effectivement imaginé. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. C'est-à-dire que j'ai rassemblé, j'ai changé la structure interne des matériaux sans changer l'état de surface, ce qui pour un métallurgiste assez complètement bluffant, si je puis dire, un physicien métallurgiste. Et tout cela, il faut savoir que ces expériences qui ont été faites en double blind, en double aveugle, avec un laboratoire anglais, là aussi sous tube de verre, c'est-à-dire que nous avons réalisé la même expérience sous tube de verre avec un laboratoire anglais, est absolument non reproductible par la physique même actuelle en 2006. C'est-à-dire que j'ai introduit ce qu'on appelle des boucles de dislocation à l'intérieur des matériaux, et on ne sait pas comment faire. Et Jean-Marie Cavada, que vous... qu'on connaît. Tout le monde connaît, lors d'une présentation télévisuelle, il disait bien que les physiciens avaient témoigné du fait que cette expérience était reproductible avec un bombardement au neutron pendant 24 heures. Et depuis, nous savons que c'est impossible parce que dans les calculs qui avaient été faits, on avait simplement omis de signaler qu'il y avait une paroi de verre qui me séparait du barreau en question. Alors, si vous voulez, ce sont des expériences d'ailleurs qui ont été contresignées par l'Académie des sciences, par le président Jean-Jacques Triat. Alors, il est vrai que le public est peu informé de tout cela. Il est vrai qu'il est peu informé. Et je rends vraiment hommage, et là aussi sans flatterie quelconque, à des émissions comme les vôtres, qui sont vraiment des émissions de vulgarisation dans le sens noble du terme, et qui permettent d'informer un peu le public, parce que peu de gens le savent, et je vois bien quand je fais des conférences ou des stages de parapsychologie appliquée, peu de gens savent que cela existe, que l'Académie des sciences de France, que j'ai des publications mondiales sur ce phénomène. Mais dites-moi, Jean-Pierre Girard, quelle a été la réaction des scientifiques qui étaient autour de vous quand ils ont constaté que vous étiez parvenu à atteindre l'objectif qu'ils vous avaient fixé? Eh bien, dans l'interview qu'ils avaient eue sur TF1, ils expliquent bien leur état d'âme, si je puis dire, quand ils ont perçu ces transformations météorologiques. Ils ont dit là, pour nous, il n'y avait aucun doute sur la réalité du phénomène. Alors, a posteriori, c'est vrai,
je me suis posé la question de dire, mais mon pauvre Jean-Pierre, si tu ne t'étais contenté que de ne pouvoir, c'est déjà pas mal bien sûr, mais que de plier, tordre, allonger du métal, puisque j'ai allongé également des barreaux métalliques, à Copenhague notamment, à l'Ørsted Institut, mais eh bien, on ne croirait pas forcément, certains physiciens ne croiraient pas forcément à tes phénomènes, alors que là, j'ai durci du métal, mais j'ai fait également, et ça a été publié, j'ai fondu du métal dans des tubes de verre. C'est-à-dire que j'ai créé ce qu'on appelle des effets pseudo-thermiques, qui étaient équivalents pour une expérience à 630 degrés Celsius et pour une autre expérience à 800 degrés Celsius, sans dégagement thermique. Autrement dit, je m'explique. C'est-à-dire, quand nos amis métallurgistes, physiciens, spécialistes des métaux et des alliages composites complexes, parce que c'est leur métier, ont analysé ensuite en laboratoire le barreau en question. Le barreau était devenu mou, c'est-à-dire qu'il était adouci, ce qu'on appelle en métallurgie. Autrement dit, nous avions des effondrements de la dureté locale à l'endroit que j'avais indiqué, et cela sans aussi que les états de surface qui auraient dû être oxydés, qui auraient dû être on passe au chalumeau une barre évidemment. La marque reste bien sûr. Et là toujours ça à travers un tube de verre. Et je me disais tout à fait naïvement, benoîtement à l'époque, je me disais mais écoute Jean-Pierre, maintenant tu peux prendre ta retraite de sujet psy. Oui, c'est bon quoi, j'ai assez bossé. Et oui, avec ces démonstrations et tout. Bon, j'apporte ma contribution à la parapsychologie et puis je me retire parce que il faut savoir que toutes ces expériences ont été effectuées bénévolement en dehors de mes activités professionnelles, que je n'en ai tiré aucun profit. Alors, évidemment que les attaques dont j'étais l'objet, et Dieu sait si j'en ai eu, j'en ai encore, mais heureusement que j'ai aussi des choses tout à fait sympathiques qui me sont communiquées par Internet, mais c'est vrai qu'à l'époque j'ai souffert quand même beaucoup parce que pour moi c'était une contribution qui valorisait le phénomène et non pas Jean-Pierre Girard, intuitif personné. Moi ce que je voulais c'était qu'on ait vraiment, alors c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. Une preuve indubitable. Merci de me alors, sauver. Sur d'autres phénomènes, il y a eu des phénomènes sur des cristaux liquides où j'ai fait varier la couleur à 2 mètres de distance. Et quand je tournais la tête, parce que les cristaux liquides, c'est des plaques de cholestérique, donc de cristaux liquides, elles varient de couleur si elles ont un effet thermique. Il y a différentes plages selon les cristaux liquides. Et là, avec le professeur Zbigniew William Wolkowski, des expériences ont été faites avec mon concours, donc, où je faisais varier, et dès que je tournais la tête, la tache, qui était le témoin d'un effet pseudo-thermique, disparaissait instantanément. Là aussi, ça a été publié, et elle réapparaissait dès que je regardais de nouveau la place. Alors, bon, tout cela, et pendant des années, c'est pas seulement quelques jours, bon, on fait que moi, je pensais que, maintenant, je pouvais, sans doute même peut-être susciter une recherche beaucoup plus, là aussi, officielle, et on s'aperçoit que, j'ai travaillé pour des services officiels, mais de façon occulte. Voilà. Jean-Pierre Girard, vous restez avec nous, Ranky également, et une pause, et ensuite nous continuerons à discuter avec vous. On s'intéressera notamment à vous, Jean-Pierre Girard, et discuter de votre enfance. Comment et quand vous êtes-vous aperçu que vous aviez quand même des dons assez particuliers? 0826 300 300. Cyril attend derrière le standard pour relever vos questions et vos réactions, et également vous pouvez nous envoyer vos réactions ou vos questions par SMS, Sud, un espace, puis votre message, et vous envoyez tout cela au 71 200. Marc Lavoine, tu m'as renversé sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons d'un phénomène absolument fascinant, la psychokinèse, qui consiste, avec la force de l'esprit, à réaliser des prouesses. Nous avons avec nous Jean-Pierre Girard, qui a réalisé pas mal de ces prouesses, et en notre compagnie également Ranky, qui est illusionniste, prestidigitateur professionnel, et qui a écrit un livre qui s'intitule Le paranormal de mes yeux vus, car il a participé à beaucoup d'expériences, et on a vécu quelques-unes lui aussi.
aussi qu'il nous racontera tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler, je vous l'ai dit, au 71 200 si vous choisissez la voie SMS, vous tapez Sud, un espace, votre message, votre question et vous l'envoyez 71 200 ou encore vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, proposer vos questions. Jean-Pierre Girard, revenons un petit peu à votre enfance. Comment vous êtes-vous rendu compte que vous aviez un don particulier? Parce que je suppose que ce talent de psychokinèse, c'est pas produit comme ça par hasard la première fois peut-être. Oui, alors c'est extrêmement difficile parce que rappelons-nous et vous-même, rappelez-vous de votre enfance. Nous découvrons la vie, nous découvrons les sensations, nous sommes à la découverte du monde, nous sommes à l'admiration des adultes et leurs craintes, etc. Bref, nous sommes en découverte, tout simplement. Ouais. Et lorsque vous faites des phénomènes paranormaux dans une campagne tourangelle très reculée, on va dire de la France profonde, et que c'est une période qui succède à l'après-guerre, eh bien, il est évident que vous pouvez faire des phénomènes paranormaux, vous n'en avez pas conscience. Et vous pensez que vos petits camarades aussi font des phénomènes paranormaux définitifs. Et oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de discrimination. Il semblerait que j'ai été foudroyé à l'âge de 7 ans. J'ai été foudroyé à l'âge de 7 ans. Bon, Dieu me garde, puisque je suis encore en vie, mais j'ai perdu connaissance, j'ai eu mes vêtements brûlés, etc. Et ce choc assez violent, particulier, assez oui. violent qui vous arrive, a dû être l'origine, au fond, je dirais, d'une libération. Alors, on ne sait pas vraiment, on ne va pas faire d'affirmative en la matière, ce sont des hypothèses simplement, et nous aurons donc une réserve, une prudence normale. Mais il semblerait que, à ce moment-là, des chocs violents de cette nature, comme des chocs qui succèdent à des NDE, enfin des expériences au port de la mort, des choses comme ça, que nous étudions beaucoup en ce moment, en ce qui nous concerne, dans notre institut, il semblerait que ça libère la fonction archaïque de notre cerveau archaïque, de notre cerveau reptilien. Et autrement dit que les censures que l'éducation nous donne sur la non-existence possible de ces phénomènes, etc., toute cette, si vous voulez, toute cette espèce de cloche qui est mise un peu sur ces phénomènes paranormaux, eh bien, se libère. C'est avec le recul que nous avions ça comme ça. Mais alors, dans la cour d'école, oui. de mon enfance, qu'est-ce qui se passait? Je me surprenais à gagner les paris avec un petit camarade de façon absolument insolente. Je devinais le nombre de poches, le nombre de billes qu'ils avaient cachées dans leur poche, je devinais plein de trucs, etc. Mais, cher ami, très rapidement, cette différence était une différence très cuisante. Parce que quand vous gagnez des paris, que vous répondez tout le temps aux questions qu'on vous pose avant même pratiquement qu'elles soient terminées d'être posées, eh bien vous prenez des coups. Et vous savez, l'enfance est cruelle parfois. Bien sûr. Et là, cette différence, donc j'ai fait taire cette différence assez rapidement. Mon instituteur m'a martyrisé quasiment, puisque j'ai été martyrisé, on peut le dire, réellement, et j'ai eu le bonheur d'être pupille de la science publique, et mes parents nourriciers avaient l'obligation de me faire visiter donc tous les ans pour une visite médicale donc normale, pour une pupille d'assistance à la préfecture, à la ville de préfecture de Tours, et je suis arrivé la veille, j'avais une côte brisée, j'avais une oreille partiellement arrachée et le visage bleu. Mais ceci se passait vraiment à la peur, à la terreur des autres élèves, parce que je répondais à cet instituteur avant même qu'il ait terminé ses questions pratiquement, et il essayait de me piéger. En fait, il n'arrive pas à me piéger du tout. Autrement dit, je faisais de la télépathie tout à fait sauvage, comme j'aurais rêvé d'en faire beaucoup plus tard. Bien sûr, j'en ai fait un laboratoire, mais de façon beaucoup moins significative que je faisais à l'époque. Alors, il faut bien comprendre que dans notre société, un sujet qui a une différence comme celle que j'avais, mais d'autres sujets aussi longs dans d'autres domaines, eh bien, ça ne colle pas. Nous sommes des gens qui souffrons très rapidement et qui faisons taire nos différences. Moi, j'ai vu des expériences en Angleterre quand j'étais au Birkbeck College à Londres avec le professeur John Hastid sur des jeunes enfants qui faisaient des phénomènes également sur la matière de psychokinèse à distance, qui faisaient des expériences extraordinaires. J'ai fait un reportage, puis à l'époque je faisais un petit peu de reportage pour
pour une revue, Oui. eh bien, je peux vous dire que ces enfants, très tôt, ont été massacrés, je dis entre guillemets, par leur entourage. Les parents qui essayaient de les rendre comme des singes savants quand la famille arrivait, etc. Une pression. Et puis même, les enfants ne s'accordaient pas beaucoup avec les protocoles et les exigences protocolaires de laboratoire. Alors, je reprends. Dans cette enfance, donc j'ai eu ces phénomènes que j'ai très tôt étouffés. Parce que je me suis rendu compte que ces phénomènes ne me posaient que des problèmes. Ah oui. Et, à l'âge de 17 ans, il m'est apparu donc un phénomène tout à fait accidentel auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, cette espèce de mémoire photographique que j'ai découvert de façon tout à fait accidentelle en allant chez un bouquiniste dans cette bonne vieille ville de Tours, ville de faculté de médecine, et je suis tombé sur un ouvrage de médecine tout à fait abscon pour moi à l'époque, qui était un précis d'histopathologie humaine, chez Masson éditeur, et puis j'ai feuilleté cela tout à fait négligente, et j'étais m'allonger, me reposer un samedi après-midi dans un parc, sur un banc qui n'était pas très loin du bouquiniste. Et là, j'ai eu cette espèce dans le sommeil, un sommeil paradoxal, dirons-nous, et j'ai eu toutes les pages de ce livre qui ne me disaient rien, effectivement, mais je voyais les clichés de ces coupes de tissus pathologiques et tout. Je voyais tout ça qui défilait devant moi, et j'ai eu un sursaut. Je suis précipité, j'ai couru donc chez ce bouquiniste en priant vraiment pour que le livre y soit encore, mais on se doute bien qu'un précis d'histopathologie humaine ça doit pas se vendre dans la ville de Tours. Oui. Bon, Oui. je l'ai retrouvé Oui. et j'ai revu ces photos. J'ai revu tout de façon absolument intacte. Alors j'ai essayé de recommencer bien sûr cette expérience tout de suite dans ma petite chambre et évidemment je suis pas parvenu parce que j'ai appris ensuite comment maîtriser et comment pouvoir, au fond, produire ces phénomènes paranormaux, où il faut que la volonté soit absente, mais seul le désir doit être présent. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Très bien. Voilà. Dites-moi, et c'est là que j'ai acquis en un an une connaissance en médecine, en physiologie, en chimie, etc., et que j'ai pu entretenir ensuite, parce que, hélas, ce phénomène n'a duré qu'un an. Mais je me suis retrouvé à la tête de connaissances qui m'ont permis effectivement de diriger un laboratoire pharmaceutique, de déposer des brevets, etc. Et même maintenant d'émettre des théories, enfin notamment dans l'encyclopédie du paranormal que j'ai commis il y a quelques semaines, des théories de physique quantique qui sont tout à fait agréés par des collègues, j'allais dire, c'est un abus de langage, des collègues physiciens. Oui. Dites-moi, Jean-Pierre Girard, psychologiquement, ça vraiment a dû être très très dur à vivre quand même, parce que visiblement, vous avez pas mal encaissé quand même. Oui, j'ai pas mal encaissé. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai pas mal encaissé et je vais être un peu, oui, bon, c'est pas dur avec moi, mais je pense qu'il fallait une certaine dose de masochisme pour faire le parcours, pour avoir ce parcours que j'ai effectué. Parce que, je répète, ces expériences, je les ai faites en dehors de mes activités professionnelles. J'ai une fois bien ma vie, puisque comme directeur, vous imaginez, dirigeant un laboratoire pharmaceutique, voiture, etc., chauffeur. Donc j'avais une situation qui était tout à fait confortable. Donc, mais j'ai fait toujours cela bénévolement. Et en dehors de mes heures, ce qui prenait 3 heures du matin, je prenais l'avion, je revenais et je dirigeais mon laboratoire le lendemain matin. Donc ça a été très dur. Mais ce qui a été très dur, en fait, c'est les attaques dont j'ai fait l'objet. Et je crois que j'ai fait des attaques qui ont été au prorata des publications qui commençaient à être faites dans des revues scientifiques de mon niveau. Et devant l'acceptation qu'avait une certaine partie de la communauté scientifique devant la réalité des expériences. Parce que ça a bouleversé. Alors en France, évidemment, on a un petit peu essayé toujours avec notre cartésianisme habituel qui est tout à fait bien connu, mais par contre à l'étranger, là j'ai eu vraiment un accueil vraiment, je pense, et que j'ai encore d'ailleurs, je suis une référence à l'étranger, un petit peu en France, mais surtout à l'étranger, aux États-Unis, dans les pays nordiques, enfin même en Chine, en République démocratique de Chine populaire. J'ai mes travaux qui sont déposés à l'Académie des sciences à Pékin.
Jean-Pierre Girard, on va s'accorder une nouvelle pause si vous le voulez bien. On vous retrouvera avec Ranky tout à l'heure. Une pause et juste après la pause, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée du docteur René Péoc sur ses expériences avec les poussins, une expérience qu'il a réalisée en 85 et en 86. Je vais vous demander de répondre très rapidement à cette question, Jean-Pierre Girard. Avez-vous connaissance des expériences du docteur René Péoc? Non seulement j'ai connaissance des expériences de notre ami René Péoc, que j'ai eu le plaisir de croiser et tout, et j'ai personnellement expérimenté, vous voyez, je suis pas un animal, mais j'ai expérimenté sur le ticoscope à l'origine, et je rends hommage dans mon encyclopédie à l'ingénieur Pierre Janin, qui a créé ce ticoscope. Un robot qui se déplace de manière aléatoire. Oui, tout à fait, un robot qui se déplace de manière aléatoire, où j'ai fait des expériences tout à fait significatives, mais ce qui est vraiment intéressant, et bien sûr je vais vous laisser parler notre ami René, c'est que des animaux peuvent, par affection tout à fait étonnante, par symbolique de la mer en fait, etc., créer un phénomène de psychocinèse. Alors là, quand on assiste à des expériences comme celle-là, je veux dire, on a la preuve manifeste que l'action de l'esprit sur la matière est une réalité qu'il faudrait étudier sérieusement, continuer à l'étudier, et surtout ne pas la nier systématiquement. Jean-Pierre Girard, une pause et on va retrouver le docteur René Péoc que j'ai interviewé vendredi. Continuez à nous envoyer vos SMS, on en a déjà reçu quelques-uns. Je poserai les questions à Jean-Pierre Girard et à Ranky après avoir écouté cette interview du docteur René Péoc après le disque. Sud, un espace, votre message, votre question, vous envoyez le tout au 71 200 et je me ferai votre porte-parole, ou si vous préférez la voix directement, vous appelez notre standard et Cyril 0826 300 300. Le groupe s'appelle Novastar, Never Back Down sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons de psychokinèse et l'interview que vous allez entendre du docteur René Péoc est tout à fait intéressant car il a mené une expérience fascinante avec des résultats qui ne le sont pas moins. Docteur Péoc, bonsoir. Bonsoir. René Péoc, je vous présente en quelques mots. Vous êtes un scientifique, vous avez 3 doctorats. Un doctorat en médecine, un doctorat en sociologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et un doctorat en sciences naturelles. Voilà. Ça consiste en quoi exactement le doctorat en sciences naturelles? Ça, c'est juste pour mon information. Je suis spécialisé sur l'étude du comportement animal. Et c'est ce qui justifiait que je fasse quelques expériences avec les animaux, autant qu'avec les humains. Alors, vous avez monté et réalisé une expérience, c'était dans les années 85-86, avec des poussins. Oui. Alors, dites-nous en quoi consistait cette expérience? Alors, je voulais savoir si la pensée animale pouvait avoir aussi une action sur la matière, exactement comme l'homme. Et on s'était aperçu que l'homme pouvait perturber le hasard et notamment attirer ou repousser des robots qui fonctionnent au hasard, c'est-à-dire des robots qui se déplacent sur le sol, habituellement dans toutes les directions quand le robot est tout seul, mais normalement un humain est capable, ça a été démontré, donc d'attirer ou de repousser ce robot en influençant finalement le hasard produit par un générateur aléatoire. Un générateur aléatoire qui se trouve dans le robot. Alors j'ai voulu refaire des expériences un petit peu similaires, mais cette fois-ci avec des animaux. Donc il fallait trouver un animal qui puisse s'intéresser à un robot suffisamment pour être extrêmement motivé. Or, la plus formidable attirance que puisse avoir un animal pour un robot a été étudiée grâce à un prix Nobel qui est Konrad Lorenz. Il démontrait que des jeunes oiseaux, notamment des jeunes poussins, pouvaient adopter comme étant leur mère même un robot, à partir du moment où ce robot est mis en présence du poussin pendant plusieurs jours, 5 à 6 jours, juste après sa naissance. Voilà, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'imprégnation, c'est ça? Ça, oui, et en anglais l'imprinting. Voilà, c'est ça. Alors, donc, il a fallu avoir des poussins, j'imagine, au départ. Oui, j'ai eu de très très nombreux poussins, puisque j'ai eu jusqu'à 1500 poussins par semaine.
Et oui, c'est une expérience qui a été faite de grande envergure, et même sur plusieurs variétés de poussins. Ouais. Hein, des variétés différentes, des jaunes, des noirs, des poussins qu'on appelle des counus aussi. D'accord. Et on a retrouvé le même type de résultat d'ailleurs, quelle que soit la variété. D'accord. Alors, le robot, lui, qu'est-ce que c'était? Puisque là, c'est l'autre partie de l'expérience. Le robot, qu'est-ce que c'était? Alors le robot, c'était ce qu'on a appelé un ticoscope, c'est-à-dire un petit robot de la taille d'une grosse boîte de conserve, hein, qui repose sur le sol sur 3 points, 2 roues et une bille. Donc, ce robot va faire alternativement un déplacement en ligne droite, choisi au hasard. Ensuite, il effectue une rotation et il repart à nouveau en ligne droite et il alterne comme ça, rotation, ligne droite, avec toujours toutes les composantes choisies au hasard. La rotation est toujours choisie au hasard, entre 0 et 360 degrés. Hein, toutes les valeurs sont possibles. Ouais. Et la longueur du déplacement en ligne droite, pareil, est au hasard entre 0 mm et une distance qui est choisie d'avance, mais qui peut être jusqu'à 10 cm d'un seul coup. D'accord, ouais. Ok. Donc, on s'est aperçu donc que le poussin, donc lorsqu'il a adopté le robot comme étant sa mère, eh bien si on le met dans une cage en verre transparent, va avoir tendance finalement à attirer le robot qui va se trouver à 1 mètre de distance. Et ceci de façon extrêmement significative sur le plan statistique. Ouais. Alors on a comparé avec ce qui se passait lorsque le poussin a sa propre mère poule, hein, naturelle. Ouais. Et dans ces cas-là, eh bien très curieusement, il n'y a aucun phénomène d'attirance, c'est-à-dire que le robot va se déplacer tout à fait normalement au hasard dans toutes les directions. Oui, c'est-à-dire que le poussin ne s'intéresse pas au robot, mais à sa mère, quoi. Voilà, il est intéressé par le robot uniquement si le robot représente pour lui sa mère. Voilà, c'est ça, exactement, d'accord. Et alors, vous avez renouvelé ce type d'expérience combien de fois? Oh là, on l'a fait plus de 600 à 700 fois. Hein, donc, et en plus avec des variétés différentes de poussins, donc ça a été fait un très grand nombre de fois. On l'a fait aussi avec plusieurs poussins. On a montré que plus le nombre de poussins est important dans la cage, plus l'effet est fort. Avec 15 poussins, on a un effet qui est extrêmement fort par rapport à un seul poussin. Ouais. Et c'est-à-dire, ça va de l'ordre. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, par exemple? Je ne sais pas si ça peut être parlant pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, mais par exemple, 15 poussins dans une cage en verre. Le robot, ce que vous appelez le ticoscope, est à combien à peu près de distance de la cage? Il est à peu près à 1 mètre de distance, hein, donc si le robot se rapproche, eh bien effectivement c'est extrêmement significatif parce qu'il peut se déplacer aussi bien en arrière qu'en avant. Bien sûr. Donc s'il s'approche d'1 mètre en avant, il peut aussi se repousser d'1 mètre en arrière. C'est énorme. Ouais. Et alors les résultats finalement globaux, je dirais, de cette expérience que vous avez menée sur 2 ans, c'est ça? Je l'ai fait sur plus longtemps que ça. Je l'ai fait sur 6 ans. Et 10 ans plus tard, on a recommencé avec un deuxième type de robot complètement différent, qui a à nouveau donné de très bons résultats. Mais les très bons résultats, si vous voulez, c'est que statistiquement, il n'y a pas une chance sur 1000 pour que les résultats obtenus avec un robot qui considère le robot comme étant sa mère, soit équivalent aux résultats obtenus par hasard, avec la cage vide. Autrement dit, quand il y a un poussin dans la cage et qu'il considère le robot comme étant sa mère, eh bien il n'y a pas une chance sur 1000 pour que les résultats obtenus correspondent aux résultats obtenus quand la cage est vide. Ah oui, effectivement, c'est énorme. C'est énorme. Ou de façon peut-être un peu moins statistique, le robot attire 2,5 fois plus souvent le robot. Le poussin attire. Le poussin attire le robot 2,5 fois plus souvent près de la cage que lorsque la cage est vide. Ah oui. Donc c'est un effet quand même très fort. Ah oui, là c'est tout à fait parlant. Mais vous avez dû être, en tant que scientifique, surpris par cette constatation. J'ai été extrêmement surpris. La première fois que j'ai vu ce phénomène-là, j'ai été vraiment très ébahi. Surtout que il y a des différences entre poussins. Et au tout début, j'ai eu la chance de tomber sur un poussin qui était un peu plus doué que les autres, donc j'ai vu tout de suite que le phénomène était très fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a des poussins qui sont plus émotifs que d'autres, et donc qui ont finalement
une attirance pour le robot qui est un peu plus forte que d'autres. Ouais. Mais globalement, la moyenne sur une centaine de poussins différents, c'est que, parce qu'il y a eu quand même 100 poussins sur la première expérience différents qui ont été utilisés, c'est qu'il y avait, pas une chance sur 1000 pour que la totalité des résultats soit comparable à la totalité des résultats témoins, c'est-à-dire avec une cage vide. Alors on a réessayé avec une forte source de chaleur, une forte source de champ magnétique, et ni la chaleur ni le champ magnétique n'ont d'influence sur le robot qui puisse expliquer une attraction. Il n'y a absolument aucune attraction vers une source de chaleur ou de champ magnétique. Ouais. Mais dites-moi, est-ce que d'autres scientifiques ont renouvelé ou fait cette expérience à travers le monde? Là, je parle avec d'autres animaux. Pour l'instant, la difficulté, c'est de faire un très bon robot. Et visiblement, jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour avoir le courage de faire la fabrication d'un robot, parce que ce type de robot nécessite souvent 3 à 4 ans de travail. Et à chaque fois qu'on a fait un robot, à chaque fois, ça a demandé 3 ans d'élaboration. Or, 3 ans de rémunération d'un ingénieur, ça coûte extrêmement cher. Donc, la première fois, c'était un ingénieur qui a été payé par une très grosse société. Et la deuxième fois, c'est un professeur d'université qui en avait fait sa thèse de doctorat de spécialiste ingénieur en robotique. Et d'ailleurs, le deuxième robot a eu le premier prix de compétition entre écoles de robotique. C'était un des meilleurs. Ça avait été un prix qui avait été fait par une chaîne de télévision importante, très connue. Et je crois que c'était M6 ou TF1 qui avait fait ça. C'était M6, je crois, qui faisait ça. Je n'ai plus, mais c'était une des 6 premières chaînes. Oui, tout à fait, c'est ça. Une des classiques, quoi. Donc, de par le monde, il n'y a pas eu de renouvellement de cette expérience, y compris avec d'autres animaux. Je ne sais pas, moi, ça peut être des lapins, ça peut être d'autres choses, quoi. Si, oui. Alors, ça a été fait avec des souris, puisque le professeur Rémi Chauvin, avec le même type de robot, l'a fait avec des souris, avec succès, puisque il a démontré, et il l'a publié d'ailleurs aussi, que les souris ont peur du robot. Lorsqu'elles voient pour la première fois le robot, elles en ont peur, et donc effectivement, elles le repoussaient de façon assez nette, et sur le plan statistique, c'était concluant. Bon, on ne peut pas en tirer évidemment de conclusions hâtives et encore moins de lois, mais les animaux, des animaux aussi éloignés que des souris et des poussins ont cette capacité, entre guillemets, on peut présager que les animaux en règle générale l'ont peut-être aussi. Alors, c'est surtout les chiens, les chevaux, supérieurs qui semblent avoir cette possibilité. Lorsqu'on s'adresse à des poissons ou à des insectes, je n'ai pas constaté du tout ce type de phénomène. D'accord. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que ça montre bien qu'il y a des différences entre animaux et donc que ce n'est pas dû à l'expérimentateur, ni même à mes conceptions personnelles ou à une quelconque tricherie. Ça veut dire que finalement, il y a des expériences qui ne marchent pas du tout. Donc, que ça tient pas à une anomalie du dispositif ou une anomalie du sol ou une anomalie physique traditionnelle. Donc, fort de ces résultats, maintenant, il n'y a plus qu'à peut-être, j'allais dire, laisser la place à des théoriciens pour que ils se mettent au travail et essayent d'ouvrir des pistes finalement. Ce serait très bien. Ce serait très bien, mais il y a très peu, évidemment, de physiciens fondamentalistes qui ont envie de se lancer sur des interprétations, parce que à chaque fois qu'ils essaient de publier ce genre d'articles, ils ont du mal à ce que ce type d'article soit accepté par les revues scientifiques. Comités scientifiques. C'est donc un peu la difficulté. Mais donc, d'après vous, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, finalement, de ces observations ? Que le phénomène visiblement se produit, mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. On ne sait pas. Simplement, je dirais que le conditionnement psychologique qui est opéré sur les animaux va influencer la trajectoire d'un robot qui se déplace au hasard. Autrement dit, que la psychologie d'un animal est capable de perturber le hasard d'un appareil. Alors, comment est-ce qu'on peut perturber le hasard d'un appareil? En agissant, là en l'occurrence, sur l'agitation des électrons, apparemment, produits par le générateur aléatoire. Le générateur aléatoire est basé sur un bruit blanc électronique, donc apparemment la psychologie animale peut perturber la trajectoire
des particules qui sont en mouvement dans ce générateur aléatoire. Ouais. C'est assez fascinant quand même. La nature recèle encore pas mal de jolis secrets à découvrir. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Dr Péoc. Merci aussi. Merci de nous avoir accordé cet instant. Et puis à très bientôt, j'espère. Si vous faites d'autres expériences, vous nous tenez au courant. Entendu. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir. Avouez que c'est quand même fascinant de constater que les animaux sont doués, pour quelques-uns d'entre eux du moins, de cette capacité à influencer un robot. On l'a compris à travers l'expérience du docteur René Péoc qui a été tout à fait positive. Nous allons en parler avec Ranky et Jean-Pierre Girard, nos deux invités dans quelques instants. Je traîne des pieds, très jolie chanson d'Olivia Ruiz sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions. Alors soit par SMS, Sud, un espace, votre question, votre message. Vous envoyez le tout au numéro suivant, 71 200, ou alors vous nous appelez de vive voix au 0826 300 300. Ranky, je me tourne vers vous. Que pensez-vous de cette expérience qu'a menée le docteur René Péoc avec ses petits poussins? Alors, écoutez, moi, personnellement, je n'ai jamais été appelé pour couvrir ou surveiller les expériences du docteur René Péoc, qui est un homme adorable. C'est vrai. Oui, il est adorable, il est d'une grande gentillesse et d'une modestie un petit peu trop forte. Ça doit lui porter préjudice. Mais par contre, j'ai été pressenti pour tourner dans un même film destiné à la télévision, un film écrit par Marie-Monique Robin, où j'ai découvert les recherches extraordinaires du docteur René Péoc. Mm-hmm. D'ailleurs, ce film va être rediffusé sur Arte. C'est quel film? Prochainement. Oui. Le film s'appelle La science, ou le paranormal face à la science, ou vice-versa, je ne sais pas. Donc, ça sera dans le cadre de l'émission Théma. Il avait déjà été diffusé sur le Canal+. Mm-hmm. Et donc on va le revoir très très prochainement. Et on voit donc le docteur Péoc faisant ces expériences extraordinaires. Oui. Et je voudrais dire que le docteur Péoc, malheureusement, comme beaucoup de chercheurs, est assez décrié. Ça, je le regrette. Mm-hmm. Je regrette. Le film, on vient de mon collaborateur Pierre Massias vient de le dire, c'est le sixième sens. Oui, voilà. Le sixième sens. Le titre. Et le sous-titre, c'est La science face au paranormal. D'accord, donc ou vice-versa. À ne pas rater, ce sera bientôt oui, ça va être sur bientôt. Arte. C'est un reportage de 52 minutes, très 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 fort. Hein. C'est à mon avis le film le plus honnête tourné en France. Je parle en France dans le domaine de la parapsychologie. Oui. C'est extraordinaire. Et vous, Jean-Pierre Girard Jean-Pierre Girard, j'aurais voulu intervenir tout à l'heure. Oui, bien sûr. J'ai pas pu. Oui, mais je vais le faire maintenant, si vous voulez. Vous avez raison, allez-y. J'ai raison. Oui, parce que Jean-Pierre Girard parlait de sa souffrance, qui était parfaitement réelle. Et nous, dans notre comité, qui avons l'habitude de contacter beaucoup de sujets psy, eh bien, on retrouve partout cette souffrance. On retrouve cette souffrance parmi un nombre considérable de sujets. Je dois dire que Girard a eu vraiment son compte. Lui. Ah oui. Je dois dire qu'il a même été martyrisé par les illusionnistes. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, lorsque Girard a démarré, dans les années 75-80, des illusionnistes, même très célèbres, ont commencé à donner des conférences, démonstrations, mais alors destinées premièrement à contrer la vague déferlante du paranormal, mais surtout Girard. C'est pour ça que je dis il a eu son compte. D'ailleurs, on vient de recevoir un SMS d'un illusionniste, comme vous, Ranky d'ailleurs, un magicien professionnel, qui dit « Je tords également des clés par un simple regard ». Mais ça, j'allais dire, il y a un truc, évidemment. Normalement, il doit vous le dire. Moi, je le fais. Je tords des barres de fer, je tords des clés. J'ai aussi cassé... non, j'ai jamais cassé 3 pattes à un canard. Mais bon, quelquefois, je me tords de rire.
Mais moi, je fais tout par trucage. Alors, si l'illusionniste qui vient de vous appeler... Non, il fait ça par trucage, lui, c'est ce qu'il voulait dire, oui, je pense. Oui. Je sais pas, il faudrait peut-être qu'il vous le dise. Parce qu'il existe également quelques illusionnistes qui ont obtenu des effets de psychokinèse. Eh oui, dont vous faites partie. Ah non, pas moi, non, je pratique pas la psychokinèse. Non, pas la psychokinèse, mais il vous est arrivé de vivre des phénomènes particuliers. Ah oui, complètement. Oui, voilà, c'est ça qui est étonnant. Pour un magicien, un illusionniste professionnel, vous avez dû être le premier surpris d'ailleurs. Ah ben, bien entendu. Mais même avec mon épouse, il nous arrive des choses formidables. Oui. Vous savez, je peux vous raconter en 10 secondes. Allez-y. Je commence un rêve. Je me réveille le matin, je dis à mon épouse, voilà, j'ai rêvé de tel monsieur, telle chose. Oui. Eh bien, vous me croirez ou non, et ça arrive sans arrêt. Oui. Elle continue à raconter le rêve. Oh, c'est joli ça. On fait le même rêve. Ça, c'est la preuve d'un grand amour. Hein. Ah oui, nous vivons en osmose, et donc, oui, c'est un grand amour, oui. Oui. Plus de 30 ans de mariage, et c'est très, très, très courant. Oui. C'est troublant. Jean-Pierre Girard, je me tourne vers vous parce qu'on a reçu pas mal de SMS et de questions. Première question, les gens qui enlèvent le feu, vous savez, qui ont ce talent de passer le feu, comme on dit dans nos campagnes, est-ce que on peut le rapprocher au même pouvoir de psychokinèse? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la psychokinèse? De la psychokinèse, pardon. Oui, alors cette action d'un corps humain vers un autre corps humain. Oui. Oui, on peut dire que c'est une forme de psychokinèse qui est complexe sans doute, qui a des paramètres extrêmement difficiles à pouvoir serrer, mais oui, bien sûr, nous avons fait des expériences en ce qui nous concerne sur des in vitro, c'est-à-dire sur des boîtes de pétri qu'on appelle, sur des tissus infectés de virus Coxsackie 13 pour être précis. Oui. Et nous sommes aperçus que les capacités psy permettaient de détruire ces virus donc à distance sur ces cultures de tissus. Et on a fait des cultures donc uniques qu'on a séparées, qu'on a divisées, qu'on a mis sur d'autres boîtes de pétri. Ça c'est un exemple, c'est pas des boîtes de pétri en l'occurrence, c'est des bocaux un peu spéciaux en quartz. Mais bref, qu'on a mis jusqu'à 13 km de distance. Et ils sont aperçus que sur une culture unique, ça a été effectué à Novosibirsk, dans le laboratoire de Kastachiev, quand j'étais en Russie, et on s'est aperçu que le sujet psy, agissant sur une culture de tissu donc initiale, pouvait infecter une culture qui est à 13 km de distance, comme il pouvait, à la limite, inhiber la prolifération virale qui était déjà sur des autres cultures. Ouais. Donc, on a eu la concrétisation que l'effet psy pouvait se concrétiser sur un organisme vivant. J'ai également détruit des Escherichia coli, enfin des colibacilles. C'est quoi ça? À l'Institut, ce sont des bactéries, des grammes négatifs. D'accord, oui, des bactéries, on va dire. Ce sont souvent des petits emmerdeurs, je m'excuse du terme, et qui créent beaucoup de cystites embêtantes chez nos consoeurs. Oui. Alors, ces colibacilles, en fait, étaient dans des éprouvettes de verre, dans un milieu de culture approprié pour qu'ils continuent à se multiplier et à vivre. Ouais. Et à 2 mètres de distance, à l'Institut de biologie et de biochimie moléculaire à Fribourg, en Brisgau, en Allemagne, à Schwarzwald, eh bien, nous avons détruit ces bactéries. Alors, c'est dire aussi que le psy, c'est pas seulement des barres de fer qui sortent ou des barres de fer qui se transforment, mais c'est aussi toute une palette, une géographie en quelque sorte de phénomènes qui mériterait, mais plus que mériter, d'être étudiée, parce qu'au fond, l'intérêt de la parapsychologie, c'est bien cela. C'est au fond qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, et surtout comment on peut communiquer aussi ses capacités à d'autres. Dites-moi, Jean-Pierre Girard, une question qui me semble tout à fait opportune, qui est arrivée par SMS. Je rappelle Sud, un espace, vous envoyez votre question, votre réaction au 71 200, et je me fais votre porte-parole. Est-ce que, Michel nous envoie ce SMS, est-ce que tout le monde possède ce don? Alors, écoutez... Grande question, ça, parce que tout le monde sait faire du vélo, mais tout le monde s'appelle pas Eddy Merckx ou Richard Virenque. Tout à fait, c'est une question fondamentale, parce que, en fait, quand on me connaît, qu'on me croise, j'ai pas l'impression d'être un extraterrestre.
quand même important. Oui. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'être paranormal en moi-même. Moi-même. Oui, mais je dis toujours, parce que, et lorsque je fais des conférences ou je fais des stages, pourquoi je fais des stages? Je me suis un peu bousculé, et on m'a surtout bousculé pour que de temps à autre, et j'en fais 2 par an, 3 maximum. Ouais. Cette année, j'en ai 2. Mais pourquoi? C'est ce prosélytisme auquel je me suis attaché depuis ces dernières années, de dire ne va plus en labo, tu as fait suffisamment de choses en laboratoire démonstrative, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Mais au fond maintenant, fais partager. Apprends à d'autres aussi à faire ces phénomènes. Alors peut-être que ce ne seront pas des Mozart ou je ne sais quoi, de la parapsychologie, de la psychokinèse, mais qu'importe. Mais il se trouve que dans ces stages que je donne, eh bien, 80% des personnes qui sortent de ce stage, et ce stage ne dure que 8-9 heures, une journée, eh bien, 80-90% de ces personnes ont fait des expériences de télépathie significatives, ont fait des expériences de perception à distance significatives, ont fait, et cerise sur le gâteau, ont fait de la psychokinèse. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé des choses, ils ont déplacé les aiguilles de boussole, ils ont déplacé sous un bocal de verre un dispositif qui avait été défini par l'Académie, par Paul Jouard de l'Académie de médecine en 1895, qui s'appelle le céonomètre. Eh bien, ils font ces expériences qu'on a filmées et tout. Alors ça, pour moi, c'est une grande joie. Parce que vous savez, bon, je suis un homme qui va dans sa 64e année, qui a une pêche d'enfer, certes, mais quand même, et je trouve que, enfin, ma vocation, ma mission, j'en sais rien, il ne faut pas non plus se gargariser de mots et de termes, mais je prends un plaisir immense à partager cette connaissance, comme je disais tout à l'heure, à travers des conférences, où je présente un film, document, où des scientifiques de labo attestent. Le public ne sait pas cela, et combien je loue des émissions comme les vôtres, qui permettent de porter à la connaissance du public, justement, que la psychokinèse est tout à fait validée par la science, et que, et regardez les expériences de notre ami Péoc dont il parlait tout à l'heure, dont il vous entretenait. Fascinant. C'est fascinant. Ouais, Moi, j'ai travaillé sur Sticoscope, j'ai fait des expériences fabuleuses, justement, avec l'initiateur du Sticoscope, mais de voir en plus. Alors, on se pose des questions sur un être humain, parce que si, parce que là, mais que des animaux le fassent. Moi, j'ai assisté à des expériences également en URSS sur des animaux, sur des transmissions à distance d'informations avec des animaux. Alors, faut arrêter. Dites-moi, Jean-Pierre Girard, parlons du phénomène lui-même. Est-ce que vous pouvez le produire quand vous voulez, n'importe quand, ou à demande, ad lib, ou alors, deuxième question, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous sentez ce phénomène arriver? Alors, d'abord le phénomène, potentiellement, je pourrais le produire n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure, etc. Ça, c'est une règle qui ferait que, non, c'est pas si simple, parce qu'en fait, ce phénomène, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'absence de volonté pour créer ce phénomène, mais par contre la présence du désir. Et souvent les gens ne font pas tout à fait la nuance. Et pourquoi dans ces stages qui durent que 8-9 heures, pourquoi les personnes se trouvent après quelques heures face à des phénomènes qu'ils réalisent? Mais simplement parce que d'abord, ils me voient faire des phénomènes, ça leur lève des censures, et surtout, ils se rendent compte que, mais je leur dis, attendez, pas de volonté, ne vous concentrez pas de méditation sur le mont Athos pendant 20 ans, et je donne des astuces, cerveau gauche, cerveau droit, etc., j'ai des astuces qui fait qu'on gagne un temps extraordinairement précieux, qui fait qu'on lève ces fameux barrages de conscience auxquels je faisais allusion tout à l'heure, ces castrats que la société nous inflige volontairement ou non depuis des décennies, voire des siècles, où on nous a pas dit que c'était normal de déplacer un verre à distance ou de faire ci ou de faire là, quoi. Et ça, si vous voulez, ça c'est ma grande joie, parce que si vous voulez, en faisant faire ces phénomènes aux autres, alors qu'est-ce qui se passe en moi? C'est ce qui se passe chez les personnes qui font ces phénomènes, c'est qu'en fait on arrive par le désir simple, je dirais même voir le jeu au fond, de dire voilà je fais cela, mais je suis non impliqué, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, c'est pas très grave, donc une non implication. Oui. Et
C'est comme un enfant en fait. Il faut retrouver un petit peu son état de jeu d'enfant, j'ai l'impression en vous entendant. Moi, que j'ai vu au King's College, au Birkbeck College à Londres, enfin je crois que c'est professeur Taylor, ou chez John Asted, c'était des enfants qui au fond n'avaient pas tellement de prévention sur les phénomènes et qui réalisaient des prouesses extraordinaires. Moi j'ai vu un jeune Nanou, j'en parle dans l'encyclopédie, il y a des photos de lui d'ailleurs, avec des sculptures dans le métal, mais je suis un petit garçon à côté de lui. Il fait des sculptures dans le métal, on voit les métaux qui sont intordables, il leur impose des figures assez extraordinaires, même sans surveillance. Laissé dans une pièce tout seul, il ne pouvait pas réaliser cela. Alors que, et François Ranqui, qui est parmi vous, le sait bien, n'importe quel illusionniste ne pourrait même pas reproduire ce type de phénomène, comme certains phénomènes qu'il a constatés. Mais alors, revenons à la question, que ressentez-vous ? Alors, ce qu'on ressent, si vous voulez, c'est un état second quand même. Il y a un petit état second qui a un petit décalage léger. Je continue à converser avec les expérimentateurs. Et chose qui a toujours surpris, y compris les expérimentateurs, ou y compris les illusionnistes qui sont venus contrôler, Monsieur Ranqui y compris, c'est que j'annonce le phénomène avant qu'il se produise. C'est-à-dire, voilà, là, je sens qu'il se produit quelque chose, c'est ça. Voilà, je sens pourquoi j'ai une image qui est un peu comme un hologramme, en quelque sorte, en 3D, une image très particulière que je vois, que je perçois, et je vois l'objet qui est déformé, ou je vois l'objet qui est transformé quelques secondes avant que la transformation s'opère. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une notion de dimension spatio-temporelle. Enfin, j'explique ça un petit peu dans mon encyclopédie parce que, contrairement à ce que nous pensions tout à l'heure et que notre ami René Péoc évoquait, nous avons des théories très très solides qui expliquent la genèse du phénomène. Et par exemple, j'ai fait des expériences sur un générateur aléatoire il y a pas très longtemps à la Fondation de psychophysique Audier à Genève, où j'ai modifié le trajet le trajet au fond de photons. Alors les photons, c'est quoi? C'est des particules, hein. C'est des particules qui se baladent de façon aléatoire. Et il y a un générateur donc qui projetait ces photons. On va prendre un exemple d'un laser pour être imaginé du public. Eh bien, ce trajet, je l'ai orienté. Je l'ai domestiqué. Et les phénomènes, soit de psychocinèse macroscopique ou microscopique, il semblerait que le cerveau a une capacité extraordinaire. C'est celle, à un moment donné, de rendre, diriger, on va dire, commander, si je puis imaginer cela, ces particules, au lieu qu'elles soient aléatoires, tout d'un coup, elles ont un trajet dirigé. Et il suffit que ces particules désorganisent des cycles d'électrons, etc., et par résonance, mais je ne veux pas rentrer dans la physique trop avant, vont désorganiser, et au fond, l'esprit va commander à la matière en réorganisant les particules élémentaires fondamentales. Ce qu'on appelle la réduction de la fonction d'onde en physique. Oui, enfin là c'est trop compliqué, Jean-Pierre Gérard. Là je commence à ramer sérieusement. Oui, mais certains de vos auditeurs auront, même si ça a duré quelques secondes, certains auteurs ont compris ce que nous voulons signifier. Oui. Très bien. Jean-Pierre Girard, vous restez avec nous, Ranqui également, parce que vous avez écrit tous les deux des livres sur les phénomènes paranormaux, l'encyclopédie du paranormal que vous avez cité tout à l'heure, Jean-Pierre Girard. En ce qui concerne Ranqui, le paranormal de mes yeux vus. Et si vous êtes d'accord, on va élargir le champ de la conversation avec d'autres phénomènes paranormaux que vous avez observés, notamment, je demanderai à Ranqui de nous faire rentrer dans son livre qu'il vient de publier, et ensuite nous aurons le témoignage de quelqu'un qui vit un phénomène tout à fait étonnant. Ce n'est pas de la psychokinèse, mais quelque chose de tout à fait surprenant, vous verrez, et je vous demanderai votre avis à ce propos. À tout de suite. Robbie Williams avec Advertising Space sur Sud Radio. Nous parlons de la psychokinèse et des autres phénomènes paranormaux à partir de maintenant avec nos deux invités, Jean-Pierre Girard qui vient d'écrire l'encyclopédie des phénomènes paranormaux, et Ranqui qui est magicien illusionniste de profession et qui a écrit le livre Le paranormal de mes yeux vus. Un petit tour d'horizon rapidement de votre livre, Ranqui. Vous y racontez évidemment votre rencontre et de vos observations concernant Jean-Pierre Girard, mais pas que cela, vous abordez énormément de sujets au sein de ce livre. Oui, parce que ce livre est le résultat de 30 années d'investigation. Oui. Et je ne parle dans ce bouquin
que des choses que j'ai vues. Oui, d'où le titre de Mes yeux vus, effectivement. De Mes yeux vus. Oui. Et je ne parle que de ce que je connais. Il n'y a pas de théorie fumeuse, je n'invente pas des histoires abracadabrantesques, comme dirait Chirac, Monsieur Chirac, pardon. Oui. Et donc, voilà, c'est le résultat de 30 années d'enquête. Donc, évidemment, Girard tient une très grande place, il a tout un chapitre entier. Oui. C'est un bouquin quand même de près de 400 pages. Hein. Oui, mais qui se lit vraiment, enfin alors, il y a beaucoup de chapitres. Ah, il peut se lire en diagonale. Ah, complètement. Ah oui. Vous parlez d'ailleurs du docteur Péoc au sein de ce livre. Oui. Vous parlez de Jacques Benveniste, vous parlez des fakirs, par exemple. Bien sûr. Vous parlez des supercheries que vous avez également démontées. Oui. On en parlera de l'affaire des huiles. Ça, vous avez eu le nez fin, si je puis me permettre, sur ce coup. Oui. Vous avez été excellent. On parlera également de la supercherie du motard masqué. Ah bah, le motard masqué, oui. Sur TF1. Que j'ai dénoncé, enfin pas tout seul avec mon équipe, puisque nous sommes une équipe d'experts, d'experts illusionnistes. Et donc on a démonté sur TF1 l'extraordinaire performance parce que c'est une performance. Vous savez, Jean-Marie Laforgue, le motard masqué, a réussi un tour de magie, bien entendu, mais extrêmement difficile à réaliser. Oui, tout à fait. Il l'a réussi, c'était fabuleux. Oui, mais rien de paranormal là-dedans. Rien de paranormal. Voilà. Alors que la décorporation existe. Car je ne suis pas un magicien qui démonte systématiquement les phénomènes. Quand on voit un phénomène authentique, on le dit. Quand on ne comprend rien, on dit qu'on n'a rien compris. Voilà, tout simplement. Oui, et quand on a trouvé le truc, eh bien, on le dénonce. En fait, il suffit d'être tout à fait honnête, quoi, tout simplement. C'est tout. Voilà, c'est un bouquin. Et ce livre est une démarche unique. Il n'existe pas un autre livre mondialement. Il n'y a pas de livre au monde qui traite de ce sujet. Aucun illusionniste n'a fait ça. Ranky, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez-y. Et je vais vous demander de nous raconter une histoire de quelqu'un que vous avez rencontré, Monsieur Jean. Ah, Monsieur Jean C'est... Ah oui, Monsieur Jean est un homme absolument extraordinaire. On peut le classer parmi les clairvoyants. C'est un des clairvoyants les plus formidables que j'ai jamais rencontrés. Quoique il en existe un autre qui est tout jeune, qui s'appelle Pascal Mayous, et qui va faire parler de lui, j'espère. Enfin bon, ça ne l'intéresse pas trop d'être médiatisé. Comme Monsieur Jean. Alors là, Monsieur Jean, lui, c'était rien. Rien. Monsieur Jean, d'ailleurs, il s'appelle Monsieur Jean, et des voyants qui s'appelant Monsieur Jean, il y en a je sais pas combien en France, 10, 15, 20. Il s'en fiche, il se fiche carrément des journalistes, ça ne l'intéresse pas. Aucune interview, il a jamais accordé aucune interview, ni télé, ni radio, ni rien. Alors, racontez-nous les capacités qu'a... il est toujours en vie, Ah bah oui. Monsieur Jean, 80 ans et quelques. Oui. Ce monsieur, il discute, vous pouvez le rencontrer au bistrot, n'importe où, dans un restaurant. Voilà. Vous lui posez une question. Si la question l'intéresse, même si elle n'intéresse pas, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, vous lui posez la question. Il semble s'évanouir un petit peu. Il dit, c'est pas. Il regarde au plafond ou il ferme les yeux. Et puis d'un seul coup, il vous donne une réponse à votre question, mais quelque chose d'extraordinaire, et il tombe pile à chaque fois. Et quand on dit que la parapsychologie n'est pas répétitive, je suis désolé, concernant Monsieur Jean, c'est complètement répétitif. Non, c'est à chaque fois... À chaque fois, vous obtenez une réponse probante. C'est extraordinaire. Une fois, nous l'avons emmené du côté de Versailles, dans un petit village qu'il n'avait jamais vu. Oui. Racontez-nous ça. Oui. Voilà. On l'emmène là, et on l'emmène dans un jardin, un grand jardin à la française, et puis d'un seul coup, je lui dis, mais ça n'a pas toujours été comme ça, parce que ce jardin semble tout à fait... récent, enfin bon, il avait quelques années, peut-être 20, 30 ans, 40 ans. Il s'arrête, il réfléchit peut-être, je ne sais pas ce qu'il fait, il réfléchit, enfin il s'éloigne, oui. Puis il revient et il nous a fait la description exacte, parce qu'on a pu vérifier après, au cadastre, il nous a fait la description exacte des bâtiments et des jardins qui existaient il y a
300 ans, 400 ans. C'est extraordinaire. Il a décrit les fontaines qui étaient les bâtiments, et il n'avait jamais mis les pieds dans ce petit village. Bien entendu. Il y a encore moins il y a 300 ou 400 ans, bien entendu. Encore moins. Et donc, au cadastre, c'était conservé. Hein. On a pu vérifier la véracité de cette voyance. Quoi. C'est fascinant, ça, quand c'est même. Fascinant. Et alors, racontez-nous une autre histoire, une autre rencontre comme ça qui est dans votre livre, qui en fourmille d'ailleurs. Oui, il y a plein de rencontres. Le cas Juliette de la Forêt, par exemple. Juliette de la Forêt, c'était une personne un petit peu extraordinaire. Je croyais pas trop à ses capacités. Ouais. Et puis, c'est Jean-Yves Casga, qui est le créateur du journal du magazine Sciences Frontières. Très bon journal d'ailleurs. Très bon journal. Ouais. Créateur aussi du festival Sciences Frontières qui a lieu depuis, je sais pas, ça fait avec des sommités sur tout ce qui est écologie, tout à fait. Complètement. Et Jean-Yves Casga me dit, écoute, Ranky, viens voir parce que elle nous fait quand même des trucs pas possibles, Juliette de la Forêt. Et alors donc voyante. Voyante. Ouais. Et donc on lui a fait faire une expérience de psychométrie, c'est-à-dire tenter de deviner ce qu'il y a à l'intérieur d'enveloppes. On voit ça très souvent à la télévision. Je n'aime pas beaucoup cette expérience parce qu'à la télévision, ça peut être truqué très facilement parce que nous avons, nous magiciens, maintenant une quinzaine de procédés différents pour lire dans des enveloppes. Non, c'est vrai ? Ah mais oui, à peu près une quinzaine de procédés différents. Même si on vous amène l'enveloppe fermée. Ah oui, bien sûr. Hein, ça peut aller des produits chimiques qui. Oui, vous faites. On peut le dire un petit peu comme ça. Allez-y, c'est pas bien grave. Moi, j'allais vous demander un truc, justement. Bon, alors, je vais vous le donner. Hein. Allez. D'ailleurs, vous l'aurez pas entièrement, le truc. Hein, Ranky. Non. Vous faites ce qu'on appelle une prise d'un produit chimique. C'est une prise, c'est-à-dire dans un petit récipient, vous avez un liquide que vous prenez, vous mettez ça sur votre doigt. Quand vous prenez l'enveloppe, vous posez le liquide sur l'enveloppe en craft et automatiquement, tout de suite, pendant 3 secondes, l'enveloppe devient plus ou moins transparente. Génial. Ce qui permet de voir soit un trait, un cercle, enfin quelque chose, et vous pouvez démarrer votre voyance. Quoi. D'accord. Bon. Voilà. Et le liquide, c'est et voilà. C'est là où vous ne le saurez pas. Bon, très bien. Alors, revenons au cas Juliette de la Forêt. Donc, Juliette de la Forêt, nous l'avons mis dans l'impossibilité de pratiquer un truc parmi ces 15. Et bien, elle a deviné à 2 reprises les photos qui étaient à l'intérieur de ces enveloppes. Ça, c'est fascinant encore. Ouais. Et donc là, vous voyez, là on était sûr qu'il n'y avait aucun trucage, ou alors elle était plus forte que nous, elle avait peut-être une illusionniste de génie qui avait trouvé un truc que nous ne connaissons pas. Mais ça ne m'étonnerait quand même. Je crois plutôt qu'elle avait réussi son expérience. Jean-Pierre Girard, ce genre de phénomène ne vous étonne plus guère maintenant, finalement? Non, nous ne sommes pas étonnés par ces phénomènes. Et si vous saviez comme nous sommes reconnaissants, au début, il faut le reconnaître honnêtement, mais que nous sommes reconnaissants à des gens comme notre ami Ranky, qui vraiment, avec une rigueur, mais toujours un accueil courtois, très humain, chaleureux voire même, mais avec une rigueur, on sut au fond valider, parce qu'en fait, sa présence a permis de valider tous ces travaux qui ont été faits dans divers laboratoires auxquels il a été commis comme expert. Et pour moi, même si au départ c'est normal, parce que ça veut dire qu'on a du doute vers vous, tout cela, bon, alors on le prend plus ou moins bien, et plutôt mal que bien, mais in fine, c'est quand même un merveilleux travail et une reconnaissance qui a pu être effectuée par tous les travaux qui ont été faits par les laboratoires, parce que précisément il y avait eu cette caution, quoi. Telle que cette caution, cette rigueur, mais encore une fois dans un état de humain, enfin une sérénité qui était présente. Et alors tous les critiques illusionnistes que nous avons eus ou de détracteurs à gauche à droite ont été de gens qui ne se sont jamais donné la peine
de venir en laboratoire. Et c'est toujours le même problème. Voilà. Et je trouve que toute la parapsychologie a une palette de phénomènes assez extraordinaire, assez variée. Eh bien, justement, Jean-Pierre Girard, c'est en tant qu'auteur de l'Encyclopédie du Paranormal, et vous, Ranky, en tant qu'auteur de ce livre, Le Paranormal de mes yeux vus, que je vais vous demander d'écouter attentivement dans quelques minutes le témoignage d'un de nos auditeurs qui vit quelque chose de tout à fait particulier et de nous faire part de vos lumières, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord ? Bien entendu. Très bien. Une pause et on va écouter attentivement ce témoignage et vous nous direz ce que vous en pensez. Vous pouvez nous appeler, évidemment, vous qui nous écoutez, au 0826 300 300 ou nous envoyer un message par SMS. Vous tapez Sud, d'abord c'est le mot-clé Sud sur votre portable, un espace et ensuite votre question ou votre message et vous nous envoyez ça au 71 200. Je serai votre porte-parole. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, c'est jusqu'à minuit. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio jusqu'à minuit. Mes invités, Ranky, qui est magicien illusionniste, qui a écrit un livre qui s'intitule Le Paranormal de mes yeux vus. C'est aux éditions Trajectoire. Et puis Jean-Pierre Girard, qui vient de publier récemment l'Encyclopédie du Paranormal. Messieurs, je vous demande d'accueillir avec moi Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. De quel département nous appelez-vous ? De l'Ariège. De l'Ariège. Alors, Jean-François, racontez-nous ce que vous vivez. Depuis combien de temps d'abord ? C'est assez ancien, puisque c'est la première fois que ça m'est arrivé, je devais avoir à peu près 25 ans. Ouais. Donc il y a à peu près 25 ans. D'accord. Voilà. J'en déduis que vous avez 50 ans. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc c'est un phénomène qui est arrivé sur le tard quand même, hein ? Oui, en effet. Hein ? Oui. Ça ne m'était jamais arrivé avant. C'était... je regardais la télévision en famille. Il y avait donc un film et je me rappelle très bien une personne dans le scénario dit et je prends ce livre, je l'ouvre à la page et avant qu'il dise bien sûr le nom de la page, j'ai dit ce numéro de page. C'était un chiffre assez élevé, je sais pas, par exemple 1341 ou enfin un chiffre. D'accord. C'était pas la page 100 ou la page 10. Voilà. Ouais. Et alors, ce qui était très curieux, c'était que je ne me suis absolument pas senti de dire ça au préalable. C'est sorti de moi de manière tout à fait involontaire. D'accord. Voilà. Et ma femme qui était là m'a dit, mais tu as vu ce film? Comment sais-tu cette page? Eh ben non, c'était un film inédit. Et j'ai dit, mais je n'en sais absolument rien. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai dit ça. Si j'y avais pensé avant, bien sûr, je n'aurais pas dit, parce qu'il y avait pratiquement aucune chance que je tombe juste sur le hasard. Oui, tout à fait. Et alors, donc, ça... Et alors, ça s'est reproduit de temps en temps, ça se reproduit parfois. Je devine, mais c'est toujours quelques secondes avant, et même des fois une fraction de seconde avant. C'est toujours imminent, c'est quelque chose qui est imminent. Vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples comme ça? Oui, alors ce qui arrive très souvent, alors c'est soit un film, soit à la radio, quand quelqu'un dit, eh bien, mon invité et je dis le nom à ce moment-là de la personne juste avant que ça vienne. D'accord. Ou il y a quelque temps, mon gendre aussi m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai discuté avec et je lui ai dit Alain Krivine. Bon, on ne fait pas de politique dans la famille. C'était pourquoi j'ai dit ça, j'en sais rien. Et il m'a dit mais comment le savez-vous? C'est extraordinaire. Je l'ai rencontré par hasard à Toulouse, on a discuté, mais c'est quelqu'un qui connaissait absolument pas, bien entendu, on n'en parlait jamais. Oui. Donc c'est pas possible que ça soit du hasard, quoi. Et alors racontez-nous cette histoire de machine à sous. Oui. Je parlais de cette histoire de machine à sous parce que je me demandais ce phénomène qui m'arrive comme ça de manière tout à fait involontaire, est-ce que c'est de la prémonition ou est-ce que c'est de la transmission de pensée? Puisqu'il me semblait que c'était plutôt la transmission de pensée, puisque à chaque fois c'était quelque chose qui préexistait. Un film il préexiste, ce chiffre de ce numéro de page à un moment avait été dit. Quand mon gendre me dit devinez qui j'ai vu, il pensait donc à Alain Krivine, donc je dis je dois lire dans les pensées. D'accord. Et il y a assez peu de temps, je crois que c'était l'année dernière, je joue jamais au casino et donc j'étais avec des amis qui m'ont dit mais on va aller au casino, etc. Bon, je les ai accompagnés, je les regardais jouer.
Et tout d'un coup, j'ai pris donc trois jetons, et je me suis installé je suis allé à une machine à sous spécialement, et j'ai joué 1, 2, 3, et au troisième, clac, j'ai gagné un jackpot de 400 €, quelque chose comme ça. Ah, joli. Voilà. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que je me suis retrouvé assis devant la machine à sous avec tout le jackpot qui tombait, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Je n'avais pas l'impression d'avoir décidé de jouer aux machines à sous. C'est quelque chose qui est complètement hors de ma volonté. Voilà. Et quand j'énonce quelque chose qui va dire, je ne pense pas, tiens, je vais dire que, j'ai un flash, je vois que... Oui, ça non, sort pas tout du tout. seul. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait en moi. C'est incontrôlé presque. Totalement incontrôlé. Oui. Je me tourne vers Ranky pour commencer. Qu'en pensez-vous, Ranky? Bah écoutez, moi je vais vous donner une explication, mais vous n'allez pas être content du tout. Mais non. Allez-y. Ben oui, parce que je traite dans mon livre, dans mon bouquin, le cas de Sidonie. C'était une petite fille qui racontait n'importe quoi. Et tout ce qu'elle racontait, ça arrivait. Et c'est un petit peu comme c'est Jean-François, je crois. Oui, Jean-François, c'est voilà. ça. Oui. C'est un peu ce qui lui arrive. Par exemple, je peux citer, on l'appelait d'ailleurs Sidonie langue fourchue. Parce qu'elle racontait un tas de bêtises. Une fois, pendant le repas du soir, elle se met à chanter « Au feu, les pompiers, au feu, les pompiers ». Alors sa mère, elle lui dit « Mais ça va pas, t'es folle ou quoi ?» Mais non, elle dit « Au feu, les pompiers ». Elle dit « Bah écoute, alors si tu continues comme ça, on ne va pas aller au cinéma ». Alors elle lui dit « Bah de toute façon, on ne va pas au cinéma ». Alors sa mère, elle lui dit « Si, on va aller au cinéma ». Puis en allant au cinéma, elle chante au feu, les pompiers. Et quand ils sont arrivés devant le cinéma, eh bien, le cinéma brûlait. D'accord. Oui, effectivement. Et c'est authentique. C'est une histoire authentique. Et Sidonie lui arrive plein de choses comme ça. Elle a aussi donné des numéros gagnants. À tel point que moi je me suis dit, je l'ai rencontrée après, c'est une femme de ménage. Oui. Quand je faisais mes spectacles de presti dans les écoles, je l'ai rencontrée, elle travaillait là, elle balayait le réfectoire, etc. Puis j'ai voulu lui faire passer toute une série de tests. Je l'avais emmené au restaurant, je lui ai fait passer des tests, j'avais mis des trucs dans des poches, je lui ai fait aussi le coup des cartes à jouer dans les enveloppes ou des numéros dans les enveloppes. Sur 30 enveloppes, elle me donnait 30 réponses fausses. C'est-à-dire que ce qui lui arrivait, eh bien ça lui arrivait comme ça, spontanément, sans qu'elle le veuille, sans qu'elle le cherche. Oui, ça arrivait tac, comme ça, voilà, un peu malgré elle, comme l'a dit Jean-François. Voilà, et ben c'est le même problème qui se pose, parce que lorsqu'elle voulait faire quelque chose, qu'elle voulait dire quelque chose, qu'elle voulait prévoir, eh ben ça ne marche pas. Ça ne marchait pas. Et ça ne marche toujours pas, elle est toujours vivante cette femme, et ça ne marche pas. Sauf quand elle le veut pas et quand que ça elle sort. Le veut pas, voilà. Une fois, il y a quelqu'un qui rentre dans le réfectoire et puis une dame, puis elle lui dit ah bah tiens, bah, vous êtes la femme du boiteux, vous. Bah, elle dit moi je suis pas mariée avec un boiteux, mais elle dit mais si, vous êtes la femme du boiteux. Et quand cette femme est rentrée chez elle pour déjeuner le midi, eh bien son mari avait un pied dans le plat car il s'était cassé le pied au boulot. Voilà. Et voilà le genre de choses. Vous savez, j'aime beaucoup rire, mais tout en riant, ce sont des choses très sérieuses que je vous dis qui existent. Ah complètement, oui, tout à fait, tout à fait. Et mon bouquin est bourré de choses comme ça. Ouais. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Pierre Girard. Que pensez-vous de ce que vit Jean-François comme ça de temps à autre? Et j'ai envie de dire, Jean-François, corrigez-moi si je me trompe, mais bien malgré vous, hein? Ah, totalement malgré moi. J'ai parfois essayé de deviner le loto, même en regardant la télévision, en essayant de deviner quelques secondes avant, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais fonctionné. Et quand je dis que je devine, en réalité je devine pas. C'est quelque chose qui s'impose à moi et je parle sans avoir prémédité ma phrase. Oui, c'est ça. Sinon je dirais rien, je dirais pas, je vais deviner quelque chose. Ça me paraît très stupide. Et ça, je le dis malgré moi. Jean-Pierre Girard. Alors, nous, ça nous conforte tout à fait, parce que dans les expériences que nous avons de parapsychologie, donc pas seulement concernant les effets macroscopiques sur la matière, mais dans les expériences dites de perception extrasensorielle, que sont la télépathie, la perception à distance, la clairvoyance, etc., ce que nous raconte Jean-François est tout à fait, alors pour nous, extraordinairement significatif, et je dirais
ne le prenez pas mal, mais banal. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, le phénomène se produit hors sa volonté. C'est-à-dire qu'il est dans un état de lâcher-prise, de non-impliqué, qui est vraiment l'état mental le plus favorable pour développer des capacités donc de perception extrasensorielle. Ouais. Et en fait, notre ami, à chaque fois, s'est trouvé devant ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de perception avancée. C'est exactement comme le sont les clairvoyants. C'est-à-dire, il attrape le futur juste avant qu'il ne se produise, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, bon, je voudrais pas être trop complexe dans mon propos, mais en fait, son cerveau a la capacité, à certains moments, d'en fait, d'utiliser des particules qui sont d'une certaine nature, disons qu'on appellera des particules tachyoniques, qui sont plus rapides que la lumière. Et en fait, il va supporter sa conscience. Là aussi, c'est des images, et nos amis physiciens purs et durs ne m'en voudront pas, ils comprendront que je rétrécisse un peu là aussi. Oui, vulgarisez, s'il vous plaît, ce sera plus simple pour nous. Voilà. Disons que, en fait, notre cerveau a la capacité, comme le téléviseur capte les ondes hertziennes et traduit ces ondes hertziennes en émissions de télévision visibles en couleur et le son et tout, etc. Notre cerveau a la capacité de capter plein d'informations, y compris certaines particules, et certains cerveaux en ont la capacité et pas d'autres, ou tout au moins pas suffisamment évolués. Et au fond, il va aller plus vite que notre temps présent. Il va voir la fin du film avant que nous assistions à un film qui dure 2 heures. Bon, le clairvoyant, ou en l'occurrence notre ami, va voir la fin du film alors que nous en sommes au début du scénario. Voilà. Donc c'est un aller-retour, c'est un feedback informationnel sur le temps, sur l'espace et le temps. Et voilà. Et c'est extrêmement intéressant parce que dès l'instant où il y met de la volonté, dès l'instant où il affiche quelque chose comme pour son exemple du loto, il ne réussira pas. Et puis si un jour, pour un ami ou tout ça, de façon très détachée, il va trouver les numéros, mais ça ne le concernera pas forcément. Jean-François, vous avez peut-être une chance de trouver le numéro du loto, mais ça ne sera pas pour vous. Voilà, écoutez, si c'est au moins pour un ami, ça me consolera. Ce qui est sympa finalement, il y a une justice, je serais tenté de dire. Oui. Mais cela dit, j'ignorais qu'Alain Crévin était passé à Toulouse d'ailleurs. Je l'ai appris moi aussi de ma propre bouche. Et est-ce que ça vous est arrivé encore récemment ce genre de petits phénomènes comme ça? Non, récemment non. D'accord. Non, pas depuis un mois ou 2. Ah oui, donc c'est assez rare. Enfin, rare. C'est pas courant, c'est assez rare, oui. C'est pas tous les jours. C'est par période, me semble-t-il. Oui. Et, une période, vous l'avez remarqué, qui est cyclique, non? Non. Non, mais il me semble que par période, ça m'arrive assez fréquemment, et d'autres périodes, je peux passer 2-3 mois sans que je le fasse. Mais peut-être aussi que des fois, ce n'est pas conscient. C'est des fois, ça me marque plus tellement, quoi. Je sais que ça m'arrive de temps en temps, donc je ne fais plus tellement attention. Ça vous traumatise pas plus que ça? Non, pas du tout, pas du tout. Écoutez, la seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment, comme semblait le dire donc Monsieur Girard, quelque chose du futur, comme une contraction du temps que vous attrapez, que j'attrape, ou est-ce que c'est de la transmission de pensée? Je pensais que c'était plutôt la transmission de pensée. Alors, quelque chose qui préexiste et que je devine par transmission de pensée, parce que le temps ne soit pas continu pour tout le monde, ça me paraissait un peu curieux, quoi. Oui. Alors, explication la plus simple possible, Jean-Pierre Girard. Oui. Vous me parlez d'une conclusion concernant notre ami. Oui. Qui a demandé si c'est du futur qu'il attrape ou de la télépathie. Il fait un feedback, il fait un aller-retour sur le futur, comme le font les voyants. Ouais. Nous avons tout un travail très documenté que nous avons fait, que nous avons décrit dans l'encyclopédie du paranormal, et en plus, parce que le but de ce livre, puisque nous l'évoquons un peu, c'est surtout de pouvoir donner des pistes pour que les personnes qui étudient un phénomène comme la vision à distance, comme là aussi la perception de choses futures, puissent avoir des moyens, des outils. Et nous avons essayé de suggérer pas seulement des exercices, mais des états mentaux. Et il y a des exercices très simples que nous suggérons dans cette encyclopédie qui ne veut pas être simplement une encyclopédie pure et dure, où bien sûr, on décrit les phénomènes, il y a des théories sur les phénomènes qui font appel à des connaissances en physique assez avancées, mais heureusement, il y a une partie qui aussi s'intéresse à tout public, qui est celle de dire, écoutez,
Voilà pourquoi vous avez des pistes pour aussi vous être comme notre ami Jean-François, être dans un état mental qui vous permet d'anticiper sur le futur certains événements. Et je peux vous dire que moi j'ai des réponses sur Internet. Au fait, j'en profite, Audrey Page, je suis sûr, pour donner mon site Internet. Oui, c'est girard.fr. Oui. C'est girard.fr. Avec un D à la fin. Oui, Girard, G-I-A-R-D. Voilà, .fr. Donc vous faites le www. Si ça vous intéresse, mais même si vous faites girard.fr, vous avez accès au site et vous avez pas seulement tous nos travaux, mais vous avez aussi les états mentaux que nous suggérons, donc pour pouvoir vous-même créer des phénomènes, aussi bien de psychocinèse que de clairvoyance. Oui, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Attention, c'est pas non plus. C'est pas quand même non plus. Écoutez, Louis, vous soyez surpris. Je reçois des emails et j'en me dis mais c'est formidable. J'ai fait ci, j'ai fait tourner mon aiguille de boussole, j'ai fait ci, j'ai fait là. Non, encore une fois, c'est un problème de censure. Je ne suis pas un être supranormal. Je suis peut-être le Mozart, comme on a dit, la parapsychologie, je ne sais quoi. Je ne sais pas très bien ce que je suis. Mais par contre, ce que je vois, c'est que des personnes, la plupart des personnes, qui sont dégagées de ces censures, encore une fois, je me répète, c'est peut-être mon grand âge, j'en sais rien. Mais franchement, je peux vous dire que moi, quand je vois bien mes stages, mais c'est formidable. Vous avez des gens de tous horizons, de toute culture. J'ai aussi bien des cultivateurs qui viennent que des agrégés de philosophie, ou même j'ai eu des physiciens à mes stages. Écoutez, quand ces gens-là, à la fin, c'est une grande fraternité, sympathique. On n'est pas là pour se dire, comme diraient les jeunes, pour se la péter, je m'excuse du terme, mais c'est une grande fraternité. Et quand ces gens quittent le stage et qu'il s'est passé quelque chose, je peux dire qu'ils sont marqués jusqu'à la fin de leur jour. Jean-Pierre Girard. Oui. Ranqui, vous restez avec nous, une pause. Merci Jean-François de nous avoir fait part de ce que vous avez vécu. Merci à vous. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. On se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de ces aventuriers de l'étrange, puisque nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à minuit. Let There Be Love, c'était Oasis sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange avec mes deux invités ce soir. Nous en arrivons presque à la conclusion. Jean-Pierre Girard et Ranqui qui est illusionniste. Ranqui, je ne veux pas que l'on se quitte sans que vous me racontiez comment vous avez fait pour démasquer cette histoire de motard masqué sur TF1. Oh là là, ça a été une émission catastrophe. Parce que TF1 avait tourné un film sur les performances fantastiques. Ça, ce sont les termes exacts de Monsieur Balou, le présentateur. Donc, on voyait Jean-Marie Laforgue, le motard masqué, avec une cagoule et à cheval sur une moto de, je ne sais plus, un gros cube. Voilà, une grosse moto. Une grosse moto. Et se balader dans Paris avec les yeux bandés et une cagoule sur la tête. Oui. Et puis alors, à plus de 100 à l'heure. Alors quand on a vu le film à la télé, nous les magiciens qui pratiquons ce numéro, puisque c'est un numéro de magie que nous faisons en animation commerciale, moi personnellement je l'ai fait des dizaines de fois. D'accord. On s'est dit bon, il est possible que ce monsieur se décorpore, parce que c'est ce qu'il prétendait faire. Hein. Il disait je me décorpore et ça me permet de monter à 3 mètres au-dessus de ma moto et je vois la route. D'accord. Voilà, et je pilote ma moto sans visibilité. Bon, on s'est dit après tout, pourquoi pas? Parce que, vous savez, nous, au sein du comité, on va d'abord sur le terrain, on observe, et après on porte des conclusions. Tout à fait. Oui. Voilà. Un comité... sans a priori. Oui, un comité d'illusionnistes et de magiciens. Voilà, bien sûr. De professionnels, quoi. De professionnels, bien sûr. Alors donc, on s'est dit, comme nous, on peut le faire, il est possible... que ce monsieur le fasse réellement en se décorporant, mais il est également possible qu'il le fasse en truquant. Oui. Bon. Et donc voilà, alors on a forcé le plateau, et on s'est fait virer, quoi. Comme des malpropres. On nous a mis à la porte, je suis rentré par la fenêtre, je suis revenu je ne sais pas combien de fois, jusqu'à temps que c'était monsieur Plaisance, le producteur du film, jusqu'à temps qu'il accepte que l'on teste Jean-Marie Laforgue. Et alors je vais vous raconter une histoire que personne ne connaît, c'est que monsieur Plaisance, le producteur, dit mais ce qu'il fait, monsieur Laforgue, c'est parfaitement réel. Eh bien, je lui dis, puisque c'est réel, vous savez ce qu'on va faire? Non, il me dit. Eh bien, nous allons mettre votre véhicule en travers de la route.
Et M. Plaisance venait d'acheter un 4x4 flambant neuf, tout rouge, magnifique. Et nous avons mis le 4x4 au milieu de la route. Et puis parce que la Forgue avait fini par accepter que l'on le teste. D'accord. Finalement. Oui. Et donc c'est nous qui avons occulté ses yeux avec des balles de mousse, du coton, le bandeau, la cagoule. On l'a remis sur sa moto, et allez. Il a démarré, et 3 mètres plus loin, il est rentré de plein fouet dans la camionnette de M. Plaisance. Neuve. Il a dit, oui, vraiment, là, je pense qu'il ne se décorpore pas. et vraiment, voilà, on a démasqué ce monsieur. Vous savez, on l'a fait, c'était pas vraiment pour le démasquer, mais quand on a appris que ce monsieur voulait ouvrir un cabinet médical, et soi-disant se décorporer, vous voyez, c'est là où ça devient grave. Là, je deviens sérieux, là. Ça devient grave. Il se serait décorporé et il vous aurait enlevé votre tumeur cancéreuse, etc. Et en fait, de vous opérer, il aurait surtout opéré votre porte-monnaie. C'est inadmissible. On n'a pas pu accepter cette chose. Et donc, voilà, on l'a dénoncé. Oui, et vous avez très bien fait. D'ailleurs, vous soulevez un problème. Jean-Pierre Girard, j'aimerais avoir votre avis sur ce domaine, évidemment, d'escrocs qui pullulent malheureusement, puisque l'eau est trouble et que les scientifiques ne s'occupent pas de la clarifier, les gros poissons continuent à nager tranquilles. Oui, mais c'est tout le problème de la parapsychologie depuis des décennies, même plus que cela, même au début, fin des années 1890, dans les cabinets obscurs où il y avait des ectoplasmes qui apparaissaient et tout, et puis ensuite toute cette période qui a succédé. Je crois que la parapsychologie a un fardeau, elle a bien du mal à s'en débarrasser, c'est vrai, il ne faut pas le nier, et c'est pour cela que des personnes comme Ranky qui essaient un petit peu de faire du balayage, comme on l'a vu là sur certains médiatiques ou moins médiatiques, ou à travers des ouvrages. Quand j'ai trouvé, il a eu la gentillesse de me l'envoyer, Le paranormal de mes yeux vus, qui est remarquable, qui est une synthèse de toutes ces expériences qu'il a étudiées, dont il a fait un petit peu la part du bon grain et de l'ivraie. Et puis aussi notre ouvrage, qui fait un panorama des phénomènes paranormaux, mais de tous les phénomènes paranormaux, à travers les travaux qui ont été faits. Alors on essaie de remettre un peu des lettres de noblesse à la parapsychologie. C'est vrai que c'est difficile, ne nous leurrons pas, mais la parapsychologie a donné des verges pour se faire fouetter. Alors, il y a quelques sujets, quelques individus, aussi bien sujets qu'illusionnistes ou scientifiques, qui essaient de faire un travail serein, calme, et d'apporter des preuves. Comme le docteur Péoc. Comme le docteur Péoc, comme les physiciens qui ont eu la gentillesse et je répète, le grand courage de m'observer, mettant vraiment en péril leur carrière de scientifique, dont certains étaient promus pour l'Académie des sciences et ont vu sèchement leur candidature rejetée parce que simplement ils avaient eu l'audace d'étudier un sujet sulfureux comme Jean-Pierre Girard. Alors tout cela dans l'encyclopédie, je leur rends hommage à ces grands bonhommes, on va dire, et c'est pas vulgaire, bien sûr, quand je dis cela, qui ont fait avancer. Et nous avons, c'est vrai, cet ouvrage, toujours l'éditeur me dit, mais c'est votre testament, ça, Jean-Pierre Girard, en plaisantant. Oui, en quelque sorte, enfin, c'est pas mon testament, j'espère bien, puisqu'il y en a un autre qui va être publié bientôt, une autre encyclopédie, dans un autre domaine, sur les phénomènes de l'au-delà. Mais non, c'est au-delà d'un témoignage, ce sont toutes les expériences qui ont été faites sur des phénomènes très différenciés dans le monde entier, en expliquant les travaux qui ont été faits, les preuves qui sont là, et sur des phénomènes tout à fait inattendus, nous avons des preuves, les théories en présence. Notre ami René Péoc parlait tout à l'heure un peu l'absence de théorie dont nous manquions. Non, nous avons maintenant, avec le concours de physiciens de très très haut niveau, puisque mon ouvrage est postfacé et préfacé par 2 physiciens de très haut niveau, de gens qui ont des théories tout à fait intéressantes et qui tiennent la route, comme on dit vulgairement, sur l'origine des phénomènes paranormaux. Et moi, je pense que à travers le prosélytisme que j'espère de bonne loi et pas un prosélytisme sectaire, mais à travers les conférences que je donne dans toute la France, et c'est pour ça que j'invite, pour
ceux qui sont intéressés, bien évidemment, à consulter mon site girard.fr, parce que vous avez toutes les conférences que je donne, du nord au sud, où là, on a un échange très riche avec nos amis qui viennent écouter nos conférences. Nous avons un film document exceptionnel qui n'a jamais été vu, je pense, pour la plupart des personnes. Et c'est cela maintenant un peu, ma mission c'est un grand mot, mais c'est un petit peu ce à quoi je m'attache maintenant. C'est à vulgariser le phénomène, c'est à lui ôter cet espèce d'aspect un peu bizarre, métaphysique, etc. Non, les phénomènes dits paranormaux ou de parapsychologie sont des phénomènes qui sont du quotidien. Et la plupart des gens en provoquent, en font, ce sont des phénomènes mineurs parfois, souvent même parfois, mais dont ils n'ont pas conscience. Mais nous faisons tous des phénomènes paranormaux dans le quotidien. Merci Jean-Pierre Girard de nous avoir accordé ces 2 heures en notre compagnie. Je rappelle donc le site sur lequel vous vous exprimez, où on peut avoir toutes les informations concernant vos publications. Il s'agit de Girard avec un D, Girard.fr, et là vous aurez toutes les informations. Jean-Pierre Girard, merci et à bientôt dans les Aventuriers de l'étrange, j'espère. Merci beaucoup, au revoir. Ranky, merci de nous avoir rapporté ces belles histoires et d'avoir écrit ce bouquin aux éditions Trajectoire, Le paranormal de mes yeux vus. Très joli bouquin. À bientôt. Oh ben quand vous voulez. Ça me passionne et je voulais dire pour finir, dire un petit peu ce que Girard a dit, mais à ma façon, que le paranormal est une dimension incontournable et essentielle de l'univers et de l'homme. Et justement, la mission de notre comité, c'est de faire en sorte que ce grand mystère ne soit pas perverti par quelques charlatans. Eh oui, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Ranky. Merci, c'est moi. Au revoir. C'est moi, au revoir. Au revoir. Che se Lorio Mazzarini sostiene la retina forse. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Les aventuriers de l'étrange vont vous quitter pour se retrouver, évidemment, vous le savez, samedi prochain et dimanche prochain, avec 2 sujets historiques et passionnants. Enfin, quand je dis historique, il y a quand même un sujet qui est d'actualité. Vous avez dû en entendre parler. A été, non pas découvert, mais est revenu à la surface. Un livre vieux de plusieurs siècles. C'est un évangile qui a été découvert, écrit en copte ancien, l'évangile selon Judas. Eh bien, ce sera le sujet de notre émission samedi prochain. Un évangile tout à fait étonnant, un texte vraiment étonnant dans lequel on apprend que Jésus aurait demandé à Judas de le trahir pour que la prophétie s'accomplisse, qui donne évidemment une lumière tout à fait différente de Judas, qui a été considéré comme un traître jusqu'à maintenant. Et là, au contraire, ce serait peut-être celui qui a été préféré par Jésus-Christ. Extraordinaire comme révélation. Nous en parlerons donc samedi prochain dans les Aventuriers de l'étrange. Et dimanche, nous irons de l'autre côté, j'allais dire de la Méditerranée, mais non, puisqu'on parlera de Judas, donc on sera du côté de la Palestine. On ira un petit peu plus loin, on ira en Égypte et on s'interrogera sur le secret des pyramides. Les pyramides, comment ont-elles été construites? Est-ce que c'est des tombeaux? Est-ce que c'était des temples? Les deux, mon colonel, est-ce qu'elles ont des pouvoirs particuliers? Eh bien, nous verrons ça avec nos spécialistes dimanche prochain dans les Aventuriers de l'étrange, de 22h jusqu'à minuit. Merci à Grégory qui a signé la réalisation de cette émission, Cyril qui était au standard et Pierre Massias qui continue comme d'habitude à m'aider à construire les 10 émissions. Passez une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne semaine et à samedi et dimanche prochain.